137e revue de la semaine. Ça vous change, hein, on est à nouveau dans mon bureau. La dernière fois qu'on s'est vu, j'étais sur le palier dans un hôtel à La Paz et je vous montrais les montagnes qui nous entouraient. Et j'étais un peu speed parce que j'avais un rendez-vous pour rencontrer le nouveau président de la République plurinationale de Bolivie, Lucho Arce, qui me recevait, donc j'avais intérêt à arriver à l'heure. Et il s'est passé toutes sortes de choses. Bon, bref. Et là, maintenant, il va se passer encore autre chose, c'est que vous allez découvrir le nouveau générique. Hein, et moi aussi, parce que je ne l'ai jamais entendu non plus. C'est Antoine qui a décidé ça tout seul dans son coin. Et on espère que c'est beau. Allez, vas-y, envoie. Bon, alors vous vous êtes rendu compte sans doute, j'espère en tout cas, que je suis rentré de Bolivie. Ça a été un peu sur les chapeaux de roue parce que moi je bouillais les derniers jours que j'ai passés là-bas parce que j'ai envoyé mes tweets, j'avais plein de choses à faire là-bas, hein, et on était décalé de 7 heures avec vous ici. Mais bon, il y avait l'affaire de l'appel des généraux et bon, je peux pas moi depuis la Bolivie me mettre tout d'un coup dans une grosse polémique nationale, en plus avec des militaires, même à la retraite de mon pays, ça le fait pas trop. J'ai pas envie de faire ça depuis la Bolivie, donc j'ai attendu d'être rentré le lundi, toc, conférence de presse, et la vie a redémarré sur les chapeaux de roue, alors que j'étais censé avoir une semaine pour récupérer. Qui plus est, je m'étais mis en septaine. Bon, alors tous ceux qui ont fait des septaines, des confinements ou des choses de cette nature savent que, résultat, bon, on se fatigue plus que quand on va et vient pour aller au boulot et en revenir, parce qu'il y a toutes sortes de pauses qui n'existent plus, et vous êtes là dans ce qu'il y a à faire du matin au soir. J'espérais un peu dessiner, j'ai pas eu une minute à moi, d'autant qu'à la fin de la semaine et fin de la septaine, il y avait le 1er mai que je suis allé à Lille, vous avez dû suivre aussi mes aventures. Bon, bref, je suis rentré de Bolivie, et comme on avait préparé ça pendant qu'on faisait le voyage, on a sorti une brochure, qui est une brochure électronique, vous allez trouver le lien à la fin de la revue de la semaine, et elle est disponible, elle est gratuite, numérique. Alors on appelle ça une brochure, mais en fait, ils m'en ont fait ici, mon équipe, un tirage papier qui est assez beau, hein. Et moi, je suis émerveillé de voir ça. Alors, il y a les discours, les choses comme ça, des encadrés qui expliquent une chose, une autre. Il y a des couleurs, des photos qu'on a fait sur place. Et à la fin, on a même rajouté un carnet de séjour que j'avais fait en 2006 parce que j'étais passé en Bolivie et c'est le début. C'était le premier gouvernement d'Evo Morales. Alors, il y a des choses... j'espère qu'elles vous intéressent pour ceux qui s'intéressent à... vous savez, les débats dans la longueur du temps, à la fin, il y a un truc où on traite de l'universalisme et de la place des indigènes. Là, on parle des indigènes de Bolivie, hein, c'est-à-dire les Indiens pourchassés, massacrés par le colonisateur espagnol, puis survivants. Et à l'époque, en 2006, j'avais eu une discussion avec un homme que j'admirais beaucoup, qui était un peu folklore à l'époque, mais qui auparavant était déjà un militant extrêmement déterminé du syndicat de la mine que j'ai connu dans les années 70, un gars qui avait fait sa formation au fond de la mine parce qu'il y était réfugié, vu toutes les histoires qu'ils avaient avec le dictateur du coin qui s'appelait Hugo Banzer. Et donc j'ai retrouvé cet homme et c'est lui qui m'expliquait pourquoi dans le passé on s'était trompé en ne comprenant pas que au-delà de la classe sociale à laquelle appartenaient les Indiens, ils se définissaient, eux, d'abord, comme des Indiens, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui avaient une culture d'appartenance, qui fondaient leur identité profonde. Et moi, à l'époque, c'était pas trop le genre de choses que je pouvais entendre. Et bon, alors des années après, je retrouve ce que j'ai écrit en prenant des notes de ce qu'il avait dit, et je me rappelle que quand je l'ai publié, c'était autant pour... comment dire, un peu secouer mes amis, dire, oh là là, que peut devenir quelqu'un qui a pensé comme nous et qui a changé d'avis. Et maintenant, des années après, je mesure toute la part de vérité qui, à ce moment-là, m'a été donnée et qui a dû travailler en moi pendant des années, parce que mon point de vue
a un peu évolué, comme vous le savez. Et aujourd'hui, pour moi, l'universalisme, c'est non pas une règle abstraite donnée dans le vide, c'est un processus, et porte un nom, ce processus, c'est la créolisation. Bon, bref. Ce que le mouvement des idées, le travail intellectuel à travers nos luttes intéresse, regarderons tout ça. J'espère qu'ils en feront leur miel. En tout cas, moi, je voulais vous dire que quand on l'imprime, elle est drôlement jolie, cette revue. Et elle est publiée sous le timbre Le Monde en commun, qui est notre site international, auquel je vous renvoie aussi pour suivre pas seulement mes aventures, qui à la vérité, ils sont ultra minoritaires, on parle de tout le reste, et la parole est donnée à toutes sortes de gens qui sont des penseurs au niveau mondial. Bon, alors, comme je suis dans l'Amérique latine, je fais un lien qui n'en est pas un, mais qui me permet de passer sans transition à une autre question qui m'a aussi beaucoup occupé les jours derniers, c'est la vague de répression qui a eu lieu en Colombie. Alors, si vous voulez, en Colombie, il y a une grève générale qui maintenant dure depuis 2 mois, avec des rebondissements dans la lutte. En Colombie, comme vous le savez, aux dernières élections présidentielles, au 2e tour, nous avions un candidat que nous soutenions, qui s'appelle Gustavo Petro, et qui est un camarade d'un très grand courage, parce qu'ils ont essayé de le tuer à 1 ou 2 reprises, sans y arriver. Et évidemment, ils le persécutent de toutes les manières possibles. Alors, la totale, procès judiciaire, attentat, bref, tout. Et donc, tout ça est en train de... Je vous parle de lui parce que tout ça est en train de cristalliser, et que Gustavo a appelé à une manifestation qui aura lieu dans la capitale, à Bogota. Il a dit à tout le monde, allez, venez, donnez le coup de main. Moi, je crains le pire parce que, il assume, il est courageux, mais les autres vont essayer de le tuer, c'est sûr. C'est un pays où on tue beaucoup et facilement les opposants, surtout ceux de notre famille politique. Mais voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'en début de semaine, tout d'un coup, on a eu une alerte, c'était la nuit, nous on dormait, donc le temps qu'on se réveille et qu'on la voit, un appel au secours de nos amis en Colombie, qui nous disent, faites quelque chose, ils sont en train de nous tuer partout, parce qu'en effet, les policiers et les paramilitaires, qui sont des sortes de brigades, de soi-disant civils, on les appelle paramilitaires, parce qu'on pense que c'est des militaires qui enlèvent leur uniforme et qui viennent la nuit en tenue de paramilitaires pour tuer les gens. Donc ils sont entrés dans les quartiers populaires et outre qu'ils ont fait comme en Bolivie, c'est-à-dire tuer les gens au hasard pour leur faire très peur, pour que les gens aient peur de ressortir dans la rue. Ce qui s'est passé en Bolivie, vous vous rappelez peut-être m'avoir vu devant une murale qui rappelle ce genre de massacre. Eh bien, il faut que vous sachiez qu'en Amérique latine, les méthodes déployées par les amis de la CIA et des Américains sont tout le temps les mêmes partout. Alors ils essayent à un endroit, après ils font à l'autre, et ainsi de suite. Donc là, ils ont dû trouver que c'était une technique qui leur avait permis de faire un bon coup d'État en Bolivie à l'époque, donc ils ont recommencé, mais dans un pays, il faut dire les choses comme elles sont, qui a une tradition de violence de l'État et de la police surtout, qui est une sorte de milice du parti au pouvoir, et qui est d'une violence totale et qui tue. Donc là, ils ont tué du monde dans la nuit, ils rentraient chez les gens en leur disant une maison sur 3, c'est un des nôtres. Et la semaine d'avant, déjà, ils avaient tué presque 20 camarades au total, mais surtout, ils les tuent dans la jeunesse du mouvement. C'est-à-dire ceux qui ont entre 25 ans et 32, 33, c'est-à-dire tous les cadres de relève, un peu comme chez nous. Ceux que vous voyez à l'Assemblée nationale, les Bernalicis, Catenas, Panot et compagnie, qui sont dans cette génération-là, et vous savez de quel poids ça pèse d'avoir une génération de jeunes dirigeants qui sont en train de s'affirmer, de se former, de n'avoir peur de rien. Donc là-bas, ils ont trouvé la solution, ils les tuent. Comme ça, ils en sont débarrassés. Et évidemment, pour leur famille, évidemment, c'est un drame abominable. Mais pour notre mouvement aussi, c'est une catastrophe, parce que c'est toute une génération de relève qui se fait tuer comme ça, alors soit à domicile, soit dans la rue, ils assassinent dans la rue. C'est un pays vraiment très violent. Donc on a appelé, moi dès que j'ai ouvert un œil et que j'ai vu ça, j'ai lancé mes alertes, fait mes tweets, et ça a donné des résultats, c'est que dans toute une série d'endroits, les gens se sont mis en mouvement. Mes camarades au Parlement européen, et c'est Leila Chaibi qui s'occupait de ça,
ont relayé beaucoup l'action, tout le monde s'y est mis. Ça a pris ensuite dans les différents parlements nationaux où les blocs de gauche se sont mis à intervenir. Et puis, grâce à l'effet d'alerte que ça produisait, tous ces tweets qui arrivaient de partout, il y a eu aussi une réaction officielle de l'ONU et de différentes instances latino-américaines, mondiales, européennes, pour demander que la tuerie s'arrête, parce qu'ils étaient partis pour nous tuer des gens toute la journée, quoi. Donc on a toujours une situation de violence, on a tous les jours des morts, mais la mobilisation a retenu le bras de ces sauvages, de ces barbares qui tuent, pour essayer de surmonter l'ampleur de la mobilisation populaire qui a lieu en ce moment en Colombie et qui va se prolonger en fin de semaine. Donc on suivra ça de près, et vous autres qui m'écoutez, faites ce que vous pouvez. Je sais bien que des fois vous dites, mais qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? On n'y peut rien, la Colombie c'est loin. Bon, d'abord, vous renseignez, vous regardez, vous faites une petite recherche pour voir ce qui se passe, pour vous tenir informé. Et puis ensuite, eh bien, quand c'est le moment, vous faites des petits messages dans des réseaux, vous pensez que c'est des gens que ça peut intéresser, soit vous reprenez les tweets des copains, soit vous-même vous en faites, ou bien vous relayez les notes qu'on met ici et là. Il faut bien vous dire une chose, c'est jamais du temps de perdu, hein. À chaque fois, ça provoque un effet, et cet effet, il sauve la vie à des camarades. Donc, il n'y a pas de petite action dans ce domaine, ça a toujours été utile. Et si vraiment vous ne savez que faire de plus, vous prenez une carte postale ou vous prenez un bout de papier, vous écrivez une lettre à l'ambassadeur de Colombie en France et vous lui dites et que je ne comprends pas pourquoi vous faites ça, c'est pas normal, respectez les gens, enfin bref, les choses qui vous semblent importantes à dire, exactement comme si vous le rencontriez. Il n'y a pas à faire des cérémonies, hein. Vous faites comme ça, et ça paye parce que ça montre qu'il y a une opinion internationale qui ne laisse pas faire n'importe quoi, alors qu'eux, ils comptent sur le fait que la Colombie, tout le monde s'en fout, quoi, hein, genre, où c'est, on ne sait pas où c'est, etc. La Colombie, c'est le porte-avions des Nord-Américains sur le continent d'Amérique du Sud, d'accord? Il y a là-dedans 5 bases nord-américaines, c'est pour vous dire l'ambiance qui règne dans ce pays. Donc il y en a évidemment beaucoup trop, et c'est pour dire que c'est un pays tout à fait clé dans la zone. Alors, ils ont servi aussi de prétexte, parce que dans la campagne, dans le pays à côté, en Équateur, on accusait notre candidat d'être lié à la guérilla des narcotrafiquants, enfin une histoire de fou, mais en attendant, ça a marché, parce que ça faisait du bruit, il y a des gens qui disaient « Ah, quand même, il y a de l'abus, on peut pas être avec la guérilla ». En fait, c'était tellement mal monté, leur histoire, que la guérilla dont ils se réclamaient, elle n'existe plus, c'est-à-dire que le gars qui fait ça, il est vraiment pas au point. Et puis, il y a eu une histoire rigolote, c'est qu'on entendait le chant des oiseaux derrière, et il y a un ornithologue, c'est un gars qui est spécialiste de ces questions des oiseaux, et qui a dit « Ah, mais ce genre d'oiseaux, il n'y en a pas en Colombie, donc c'est pas possible que ça ait été filmé là-bas ». C'est pour vous dire, ça a aussi arrêté un peu la divulgation de la fake news. Voilà, je voulais vous dire tout ça parce que il faut prendre l'habitude de vivre la tête dans le monde avec les problèmes qu'il y a partout, mais aussi l'intérêt que tout ça soulève, parce qu'on apprend, on regarde, on reçoit des leçons de courage, vous savez. Moi, les jours où j'ai la tendance à baisser les bras et dire « Ah, j'en peux plus », parce que il faut voir ce qu'ils me mettent, quoi, hein, tous les jours. Bref, quand j'ai pas le moral, je me dis « moi, je suis en vie, enfin, pour l'instant », tandis qu'en Bolivie, ils tuent les camarades. Bon. Donc je me dis, il faut avoir un autre courage là-bas pour militer, hein, pour aller à la manif, qu'il m'en faut à moi ici pour faire tout ça. Donc je ne vous cache pas que je les admire et j'essaye d'aider. J'essaye d'aider comme je peux à chaque étape. Bon, là, par exemple, en Espagne, on a pris une tôle en acier chromé à Madrid. Bon, je vais envoyer un petit mot à Pablo Iglesias parce que j'imagine que je sais que les bras lui tombent, hein, forcément. Oui, mais il faut surmonter notre trajectoire. D'abord, c'est pas une affaire personnelle, il faut donc pas le prendre pour soi tout le temps, même si on y est poussé, hein, on se sent responsable devant les autres. Il faut se rappeler que c'est une lutte de longue haleine, que des générations se sont arc-boutées, que les moments de victoire n'ont pas été si fréquents que ça, hein. Et puis des fois, on se les a fait voler, les victoires, et c'était une honte, comme avec Hollande. Bon, je dis Hollande parce qu'il y a Cazeneuve qu'ils ont ressorti de la naphtaline pour venir dire du mal de moi. Alors le gars, c'est à la une de l'Express, s'il vous plaît, ça c'est une information. Bernard Cazeneuve,
s'est exprimé à mon sujet, parce qu'il n'a rien d'autre à faire que de parler de moi, et c'est dans le journal. Alors le titre c'est « Il faut combattre Mélenchon ». Ah, bon, très bien. Ah, quelle idée nouvelle. Et alors, qui est-ce qui vient dire ça? Monsieur Cazeneuve. Monsieur Cazeneuve, qui lui vient de devenir directeur, ou président, ou je ne sais pas quoi, de ce genre-là, d'un groupe d'avocats qui fait du travail dans les tribunaux d'arbitrage internationaux. Vous savez, là où il y a les voyous des grands patrons et des multinationales qui viennent agresser les États, ben lui il fait ce boulot-là, voilà. Et c'est ce gars-là qui vient dire qu'il y a un problème avec moi. Je crois que c'est plutôt avec lui qu'il y a un problème, mais honnêtement, ça me fait plutôt rigoler, parce que bon, c'est la gauche, la vieille gauche, qui est pas vraiment de gauche, qui est toute pleine de poussière. Ils viennent là juste parce qu'ils n'en reviennent pas de s'être pris une raclée pareille, et ils en reviennent encore moins de se préparer à recevoir bientôt une nouvelle. Bon, maintenant que j'ai dit des choses pas aimables, je vais passer à d'autres sujets, mais enfin, j'ai un peu vidé mon sac et vous m'en voulez pas, parce que il faut bien aussi de temps à autre que la vapeur sorte, parce qu'on passe son temps à se contenir. En ce moment, on est à l'Assemblée nationale parce que c'est ce qu'on appelle notre niche parlementaire. J'ai horreur de ce mot-là, mais ça veut dire niche, et pour dire c'est un moment où c'est nous qui faisons l'ordre du jour de l'Assemblée, et pas du tout qu'on va se coucher à la niche. Et donc, bon, c'est plutôt chaud, ça discute bien. Ce matin, on a commencé avec une loi pour les parrainages citoyens. Alors, il faut, si vous avez du temps, que vous allez vous ennuyer, ça peut arriver à certains, regardez ça en replay, parce que vous allez rigoler, quoi. Vous les voyez, c'est tous des faux culs, comme c'est pas possible. Ils défilent et ils disent « Nous sommes tout à fait d'accord avec vous, il faut donner le pouvoir aux citoyens. » Mais, il y a toujours un mais. Mais pas comme ci, mais pas pour ça. Genre, ils inventent des arguments en cours de route pour dire « Ah, j'étais presque d'accord avec vous, mais là, ah non, il y a un point, c'est pas supportable. » En général, bon, quand il n'y a qu'un point, on mange le reste, Bon, non, non. C'est des puristes, vous comprenez? Bon. Et puis alors, surtout, 9 fois sur 10, le point qui conteste, ce qu'ils racontent est complètement aberrant, et on le leur démontre, et alors ça les gêne pas du tout, ils continuent leur truc tranquillement. Donc on a eu, la bonne surprise, c'est que les socialistes ont voté avec nous, les communistes aussi, donc on a voté tous ensemble, mais il y avait des gens sur plein de bancs qui disaient « Ouais, ils ont raison, il faut permettre que le parrainage par des citoyens permettent d'investir un candidat à l'élection présidentielle. » Ce que vous avez fait avec moi. Moi, j'avais dit, vous vous rappelez, je prends 150 000 parce que c'est le chiffre qui avait été proposé par la commission Jospin pour le parrainage citoyen. Et donc, je suis candidat si 150 000 personnes parrainent ma candidature. Et vous l'avez fait en très peu de temps, même tellement vite que nous, on est restés comme de ronds de flanc, parce qu'on pensait qu'il y en aurait pour 1 mois et demi, 2 mois, à ramasser 150 000 signatures, et ça s'est fait en quelques jours, vraiment quelques jours. Alors maintenant, on est à 230 000, et vous pouvez continuer à parrainer ma candidature, parce que, en réalité, le bloc des gens qui parrainent ma candidature, c'est la nouvelle forme du mouvement qui était autrefois la plateforme insoumise, avec les gens qui avaient cliqué. Vous n'êtes pas automatiquement sur les deux. Si vous êtes là où vous avez, vous, décidé d'être. Si vous avez cliqué pour être sur Action Populaire, le site nous sommes pour.fr, alors bon, vous parrainez ma candidature, vous soutenez, vous recevez des infos et le reste, et surtout vous pouvez passer sur l'application que nous venons de mettre. L'application, c'est le site sur le téléphone, et ça fonctionne comme un réseau social. C'est-à-dire que vous êtes informé de tout ce qui se passe, vous pouvez échanger avec d'autres, vous pouvez passer des informations ou des consignes sans être obligé de transiter par mettre un mail, trouver l'adresse mail de la personne, etc., etc. Donc c'est vraiment l'application, c'est la manière pour nous de vivre et d'agir tous ensemble. Après, vous avez l'application, vous faites ce que vous voulez, personne n'est obligé de faire ce que l'application indique, mais ça nous met en lien, et surtout, je vous le redis, pour que vous compreniez bien pourquoi on fait tout ça, c'est que le jour où ils décideront de tout couper, c'est-à-dire de couper Facebook, de couper les fils WhatsApp, peut-être les fils Telegram, peut-être les fils YouTube, vous aurez un endroit où vous pouvez retrouver l'organisation, ses consignes, son matériel, ses affiches, échanger des points de vue, et c'est l'application que nous venons de créer. Donc l'application, c'est le mouvement. Le mouvement, c'est l'application c'est le mouvement. Ça s'appelle Action Populaire, et peut-être que ça sera d'ailleurs demain le nom de ce que nous allons entreprendre, parce que vous avez tous compris qu'il se passe des choses, bon, parmi tous les gens qui discutent. Alors,
il y a cette histoire, bon, pas sérieuse, l'union, alors, et même qui belle union et saute en cadence l'union, ils nous font des coups tordus partout. Bon, dans les Hauts-de-France, vous vous souvenez, on avait dit, bon, allez, on est d'accord, la tête de liste sera verte et donc tout le monde se rassemble. Tout le monde se rassemble, la tête de liste est verte, et comment ils disent merci, ils nous virent de tout accord au départemental. Bon, alors, ça se passera d'eux, hein, voilà tout. Bon, mais quand même, c'est pour dire, c'est quand même des beaux fauchetons. Et puis, alors, en région PACA, c'est encore mieux, parce que la responsable nationale vert est arrivée, a dit, bon, on fait l'union, mais on ne veut pas des insoumis. Alors tous les autres, pardon notre bon maître, où est-ce qu'on doit signer? Bon, voilà, ils sont tous d'accord. Et alors, ce que je trouve le plus écœurant de tout, c'est les journaux qui disent « Union de tous, sauf LFI », comme si c'était de notre faute. Bon, mais vous connaissez tout ça, bon, on sait qui roule pour qui dans ce pays, et qui fait quoi. Donc, pour nous, tout ce que ça donnera, il faut faire maintenant super attention, parce que en PACA, le Front National est très haut. Les autres, ça les dérange pas, hein, qu'ils soient très hauts. Ils s'en foutent. Il faut quand même dire « Attends, pas de toi, attends, pas de toi ». Bon, bref, donc, les maigres chances qu'on pouvait avoir d'espérer mettre en difficulté le président sortant ou éventuellement même l'extrême droite, bon, à partir de là, vous avez bien compris que ça va être, comment dire, pas trop dans nos moyens là-bas. Bon, alors, ça, bon, tout ça, c'est la vieille gauche traditionnelle. Bon, on a essayé, on a été sympa, on continuera. Hein. Ils font des réunions, on va aux réunions, ils font des... Et puis, à continuer à toutes sortes de gens qui s'agitent. Oui, on va organiser une primaire et on va vous l'imposer. Bon, tout ça n'est pas sérieux. C'est pas à la hauteur. Hein. Il s'agit de prendre la présidence d'un pays qui va très mal dans un contexte hyper tendu dans toute l'Europe et dans le monde entier. Donc, il faut quand même traiter ces questions-là avec sérieux, c'est-à-dire avec un programme et avec des équipes capables de gouverner. Pas des gens qui sont capables seulement de faire des congrès ou des disputes dans les journaux. Hein. Il faut des gens sérieux, qui connaissent les dossiers, qui sont capables de les approfondir, qui sont capables de mener une action et de tenir bon. Parce que si vous croyez qu'un gouvernement comme le nôtre ou même des autres serait acclamé par le monde entier, vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Parce que les Français nous posons un problème tout le temps, quelle que soit la période. Et puis en plus, il va falloir se relever des dégâts qu'aura fait Macron, qui a détruit encore, et discrédité la parole de la France. Bon, il y a bien du boulot, il faut être sérieux. Alors, ce qui se dessine, c'est vrai, c'est que d'un côté, vous aurez la gauche traditionnelle, obsolète. Hein. Je dis obsolète parce que c'est comme un produit qui a fait son temps et qui ne sert plus à rien. Quoi. Vous ne pouvez pas le faire marcher, bon, ça ne marche pas. Quand vous prenez les sociodémocrates, nous on est sociodémocrates, mes pauvres amis, comme je vous plains, donc vous comptez encore, comme dans le passé, corriger les inégalités par une répartition inégale des fruits de la croissance. Vous voyez, je répète le catéchisme des années 90. Mais mes pauvres amis, ça suppose qu'il y ait une croissance sans fin. C'est précisément ça le problème de notre époque, et c'est pour ça qu'il y a un changement climatique. Donc le logiciel, comme ils disent, j'aime bien les grands mots comme ça, il est complètement obsolète. Et puis, des gens valables comme M. Jadot, bon, qui a des idées, c'est un parlementaire européen, il a ses idées, en général, il connaît aussi ses dossiers, en général. Bon, mais bon, c'est comme on fait de l'écologie avec le capitalisme sans rompre. Alors, je ne dis pas surtout et en tout point, mais encore que si c'est possible, pourquoi pas, hein, mais au moins sur les sujets essentiels. C'est pas possible de faire de l'écologie, comme il a dit, on va faire, comme avait dit à un moment donné, mais je crois que c'est lui, je me rappelle plus, c'est lui au Montebourg, un des deux avait dit, oui, on ne pourra pas changer sans la FNSEA. Si, il va falloir changer sans la FNSEA, parce que la FNSEA ne veut rien changer du tout. Hein. Par conséquent, il va falloir rompre dans une série d'endroits, dire, écoutez, on vous respecte, vous avez vos idées, mais nous, on fera autrement. Donc, il faut être capable de ça. Comme quelqu'un a dit, hein, l'écologie sans la lutte contre le capitalisme, c'est du jardinage. Je crois que c'est un peu méchant, hein, c'est un peu exagéré, mais enfin, la formule dit bien ce que ça veut dire. Voilà. Donc il y a ça d'un côté, et puis de l'autre côté, il y a un autre axe qui se dessine, qui pourrait se dessiner, j'ai pas dit qu'il se dessine, qui pourrait se dessiner, et on s'est retrouvés là les trois à Lille, c'est-à-dire Benoît Hamon, Benoît Hamon, vous connaissez, c'est Génération, Sandrine Rousseau, qui est une des trois compétitrices
de l'investiture interne d'Europe Écologie Les Verts. D'accord ? Et c'est quelqu'un qui est sur une ligne de l'écologie de rupture avec le capitalisme. Donc ça nous intéresse parce qu'on est dans des espaces totalement mitoyens, quoi. On va voir si ça c'est possible. Il faudrait qu'il y ait aussi des communistes qui viennent avec nous, ça se fera. J'espère que, bon, le vote des communistes de cette fin de semaine va laisser ouvert la possibilité de l'union avec nous, parce que quand même, sinon c'est un événement majeur, vous ne croyez pas? On a été alliés dans 2 présidentielles, dans 2 séries d'élections législatives, et puis on a eu un programme ensemble, et tout d'un coup, quick, c'est fini. Alors bon, moi je sais que j'ai de réponse à rien. J'ai écrit 2 fois aux dirigeants communistes, personne ne m'a jamais répondu, ni invité, ni téléphoné, ni rien, pas un mot, que dalle. Hein. Bon, alors pour les ruptures, on a connu plus civilisé, quoi, plus courtois. Alors j'ai entendu des trucs qui m'ont fait rire d'abord, parce que quand même, Fabien Roussel disant que bon, notre affaire là de emploi garanti, c'était les emplois des kolkhozes. Hein, bon. Bon, pour un communiste français, se plaindre des kolkhozes, voilà qui est nouveau. Hein. Ben non, c'est pas un kolkhoze, il ne sait pas ce que ça veut dire, ma parole. Et puis, qu'est-ce qu'il a dit aussi? Il a dit, oui, Biden, il a pris sa carte au Parti communiste français. Ah, bah, faudrait savoir, hein. Parce que si vous trouvez Biden bon pour être membre de votre parti, je pourrais bien faire, comme d'habitude, votre candidat, et qu'on s'accorde sur un programme ensemble. Parce que le programme que moi je soutenu à la dernière élection, et que je soutiens encore cette fois-ci, mis à jour et tout ça, bon, bah, Biden, il ne peut pas le signer, hein, je vous signale. Alors vous choisissez, c'est Biden ou moi, mais vous ne pouvez pas avoir les deux en même temps dans le même sac. Bon, je vous le dis moitié, en fait je suis amer parce que je ne comprends pas, j'accepte pas. Moi j'ai milité toute ma vie avec des communistes, alors chacun chez soi, hein, d'accord, sinon bon, on aurait été dans le même parti, c'était pas le cas. Et voir comme ça tout d'un coup, sans crier gare, sans... Alors que là, depuis l'élection présidentielle, alors on me parle des histoires qu'il y avait au moment de l'élection présidentielle, qu'il y a eu des erreurs, bon moi je vais bien prendre ma part, mais j'aimerais bien que tout le monde vienne pas se battre la coulpe sur ma poitrine, hein, parce que bon, les erreurs, il y en a quelques-uns aussi qu'on en fait, et des plus fameuses que moi. Bon, donc c'est pas la peine de comme ça passer son temps à touiller dans l'amertume pour être bien sûr que ça va pas, que ça fait mal et tout. Ça fait 4 ans qu'on est là, dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, on milite ensemble, on se soutient les uns les autres dans des amendements, on se parle, enfin on a des relations. Les communistes sont le banc en dessous de nous, et nous on est le banc au-dessus. Et bon, tout ça, pour vu de l'extérieur, c'est tout du pareil au même. Hein. C'est pas vraiment du pareil au même, on le sait tous. Mais quand même, ça mérite mieux que un texte comme ça, allez hop, on vote, et puis au revoir, et toi, on ne sait même pas comment tu t'appelles, on ne parle pas de toi, ou seulement pour dire des choses désagréables et méchantes à mon égard, que j'estime ne pas avoir mérité, hein, parce que quand même, j'étais le candidat qui nous a amené une première fois à 11%, et une deuxième fois à 19,5%. Je pense que tout le monde est capable de le faire, bien sûr, mais quand même, ça mérite un peu peut-être un peu juste de sympathie. Jamais ils m'ont dit, t'es un mauvais candidat, t'es bon à rien, tu sais pas faire le travail. Personne m'a jamais dit ça. Hein. On me dit rien du tout. Que je veux faire des kolkhozes et que je vaux moins que le président des États-Unis d'Amérique. Franchement, il y a d'autres manières plus élégantes de se quitter. Hein. Peut-être si on doit se quitter. Moi, en tout cas, je continue à tendre la main. Je continue à considérer que les communistes sont des camarades dans la lutte. Et je dis à tous ceux qui veulent venir dans la campagne avec nous qu'ils sont les bienvenus, que leur identité sera respectée, qu'ils ont leur place, toute leur place dans le combat, et que évidemment c'est avec eux que nous conviendrons des accords qu'il faudra passer pour les élections législatives. Et ceux qui veulent pas, bah ils veulent pas, ils font autre chose, hein, ils font des alliances avec les socialistes, leurs vieux amis, hein, parce que c'est des couples inséparables apparemment. Hein. Moi j'y suis pas arrivé. Hein. Je pensais que mes copains Coco auraient repris goût à la bonne bataille, hein, parce que quand même, bon, tout d'un coup, on repasse un score à 2 chiffres, et puis d'un peu, on était au 2e tour. Bon, je pensais qu'ils avaient pris goût et qu'ils avaient tous compris ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire de construire un pôle populaire de la rupture qui, bon, bah, alternatif à la social-démocratie et la gauche obsolète. Hein. Bon, c'est autre chose. Bon, c'était nous qui étions jusque-là devant. Donc je vais me battre pour qu'on reste devant, pour qu'on soit capable, nous,
de donner le ton et là. Et moi, je suis sûr qu'on peut y arriver à l'élection de 2022. Eux tous, ils pensent que c'est perdu. Hein. Si vous voulez la clé de leur comportement, comprenez qu'ils pensent que c'est perdu. Moi, non. Ni mes camarades, ni ceux qui sont avec moi dans la lutte. C'est le contraire. On pense que c'est une situation qui est mouvante, qui est tellement volatile, qui est avec des formes de lutte de classe absolument inouïes et imprévues, avec une forme de polarisation de la société où les ultra-riches deviennent encore plus riches, et les autres sombrent dans la pauvreté. Eh bien, dans des périodes comme celle-là, c'est le moment où des gens comme nous, jouent leur va-tout, convainquent, entraînent, expliquent. Alors évidemment, pour l'instant, le rapport de force est horrible, hein. Et c'est clair que la désertion de la direction communiste qui décide d'aller de son côté, pour affirmer l'existence de leur parti, comme si le parti communiste avait jamais disparu quand il était allié avec moi. Non, il n'a jamais disparu, je le rappelle à tout le monde. Mais c'est la vieille maladie des appareils, c'est qu'à un moment donné, ils privilégient ce qu'ils croient être leur existence à la cause qu'ils servent. Hein. La cause que nous servons et que nous avons servi ensemble en 2012 et en 2017, c'est la cause du peuple, et on l'a fait avec un programme de rupture avec le capitalisme. Et il n'y a rien d'autre à faire que ça. Et il n'y a rien d'autre à faire que de travailler pour mobiliser autour de ces axes politiques, parce que, on saura faire, on a les équipes, tout ça, ensemble. Bon, je verrai bien ce que ça donne, ils vont voter la fin de cette semaine. Je ne cache pas que ça me rend un peu anxieux, hein, mais on fera face. La dernière chose dont je veux vous parler, c'est de la jeunesse du pays, et dans cette jeunesse du pays, celle vis-à-vis de laquelle je me sens des devoirs. Hein. Et je veux parler là des jeunes gens qui sont en BTS. BTS, ça signifie brevet de technicien supérieur. Il y a 270 000 jeunes qui suivent ce parcours d'études. C'est Bac+2. C'est une caractéristique du système éducatif et qualifié en français qu'il y a des diplômes à Bac+2. Voilà. Du temps où j'étais ministre de l'enseignement professionnel, j'ai créé les licences professionnelles. C'est-à-dire là, cette fois-ci, on est à Bac+3. L'idée, c'était que ceux qui font des diplômes de BTS, brevet de technicien supérieur, puissent ensuite préparer une licence professionnelle qui est quand même en top de qualification dans le monde professionnel. Il faut comprendre que les diplômes professionnels, les gens de la haute, ils regardent ça de loin parce que leurs gosses font pas ce genre d'études. Ils savent pas de quoi c'est fait. Ils ne connaissent strictement rien, je leur en veux même pas. Mais ils savent pas, par exemple, que quand on dit un diplôme de chaudronnier, un chaudronnier fait pas de chaudron. Il fait des carlingues de bateaux, il fait des carlingues d'avions, il fait des carlingues de fusées, et c'est des choses qui se règlent pour les unes au je sais pas quoi d'ailleurs, à une toute petite unité de mesure, mais j'ai vu de mes yeux un travail fait sur un fuselage d'avion. Alors là, c'était au micron que ça se réglait, hein, les gens, c'est du sérieux. Donc, qu'est-ce que c'est à votre avis, hein, vous ne le savez même pas, hein. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment on fait ça? Vous croyez que c'est au pif avec un marteau? Non. Il y a là tout un programme qui fonctionne, les programmes, la machine, quand c'est une machine à commande numérique, et une machine à commande numérique, pour que ça marche, il ne suffit pas de donner une banane au gars quand il appuyait sur le bon bouton, hein, parce que si vous faites ça, vous n'arrivez à rien. D'abord parce que la machine coûte un fric fou, deuxièmement parce que la matière première coûte un fric fou, et trois parce que le gars que vous avez mis derrière, ou la fille, eux aussi, c'est du plus cerveau. Parce qu'ils sont capables de faire tout ça, et en particulier quand vous parlez d'une carlingue, hein, ou d'un objet comme ça, là, je suis en train de faire la forme avec mes mains, vous voyez qu'il y a des points dedans qu'il s'agit de calculer pour qu'ils soient bien à la bonne forme, et vous devez calculer comment tout ça s'organise entre soi. Ça s'appelle la géométrie dans l'espace. J'aime mieux vous dire qu'il faut avoir une tête comme ça pour arriver à suivre. Hein. Eux, ils le font. Donc les gens qui les regardent de haut feraient bien de se regarder eux-mêmes, parce qu'il y a un problème, ils ne comprennent pas ce qu'est un BTS. Et c'est vrai dans tous les domaines. Là, j'ai pris un domaine spécial, mais je pourrais prendre la maintenance des systèmes automatisés, je pourrais prendre les BTS de commerce, les BTS, tout ça, c'est le haut niveau. Et il n'y a pas de pays capable d'avoir une industrie ou d'avoir une économie qui soit de haut niveau sans tous ces cadres intermédiaires. Si vous croyez que vous faites tourner une économie avec des gens que vous capturez dans la rue pour faire le boulot, et que vous y contentez d'y foutre des architectes et des ingénieurs, vous avez perdu votre temps, vous n'y arriverez pas.
il faut qu'il y ait toute cette chaîne. Et le BTS, c'est le diplôme d'excellence, d'accord? Alors, on fait d'abord un bac pro, qui est plus dur qu'un bac ordinaire, et puis après il y a une marche qu'il faut passer, qui n'est pas toujours simple, hein. Quand on passe de la filière techno ou de la filière pro à BTS, faut avoir du courage, c'est du boulot, parce que vous découvrez des choses que vous ne saviez pas faire avant. Quand vous faites bac pro ou quand vous faites la filière technologique, vous ne savez pas forcément, on ne vous a jamais appris à prendre des notes en cours. On ne vous a pas forcément appris tout un tas de choses qui sont du niveau d'un BTS. Donc quand ils sont là-dedans, ils cravachent comme des fous, hein. Ils suivent, c'est des bosseurs qu'il y a là-dedans. Il n'y a pas de glandeur dans cette branche-là. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Et souvent, ils font ça plus un boulot pour vivre, parce que ils sont à l'âge adulte et qu'ils viennent de milieux populaires où on ne peut pas payer des études aux enfants forcément aussi longtemps que ça représente, hein. Pour peu que vous ayez une petite année de retard, ce qui souvent se présente, hein, dans la vie scolaire, quelle que soit la filière qu'on prend, bon, ben voilà, vous êtes 18, 19, 20 ans, bon, des fois, il y a un petit à la maison, voilà. Et les jeunes, ils continuent leurs études. Alors, en ce moment, qu'est-ce qui leur arrive? Ils crèvent de faim, parce qu'il n'y a plus de sous, parce qu'ils ne savent pas comment faire, parce que tous les petits boulots, il n'y en a plus, vu que tout est fermé et que c'est le confinement, et que comme c'est pas des travailleurs qui ont un contrat de travail, chômage partiel, ça n'existe pas pour eux, et ainsi de suite, notamment dans le travail partiel. Et puis arrive la période des examens. Donc ceux de l'année dernière, déjà, ils avaient été bien secoués, hein. Bah oui, il y a eu quand même un confinement l'année dernière, je rappelle. Alors, l'année dernière, on a trouvé une solution, on a dit, on fait un contrôle continu. Et on juge de la capacité de ces jeunes gens sur la base de ce contrôle continu. Bon, alors, c'est sérieux, quoi. Il faut quand même que les gens à qui on donne le diplôme BTS, ils soient bons au niveau BTS, parce que si jamais ils n'y sont pas, ça va être un problème après. Et ils le savent, les jeunes, hein, parce qu'ils ne sont pas fous, ils connaissent bien les métiers. Et ils ont la trouille qu'on leur dise « Ah ouais, toi, t'es un BTS Covid hein, ». C'est ça leur peur. Et je les comprends. Parce que vous pouvez faire le mariole avec un bac général de l'année 68, hein, mais pas avec un BTS, parce que BTS, vous êtes devant la machine, vous êtes devant le poste de travail, quel qu'il soit. Hein. Et puis, faut le faire. Et puis, si vous ne savez pas le faire, ça se voit tout de suite. Hein. Donc, le niveau du diplôme, c'est très important. L'année dernière, on s'en est sorti avec le contrôle continu, puis comme c'est des gens sérieux, ceux qui savaient eux-mêmes, ils sentaient qu'ils avaient du retard ici ou là, ils ont complété en travaillant pour leur propre compte pour être à niveau. Et cette année, les jeunes, ils disent pareil, ils disent écoutez, vous ne pouvez pas nous obliger à venir. Enfin, si vous nous obligez à venir, pour passer l'examen, qu'est-ce qui va se passer? Mais je vais vous le dire, moi, ce qui va se passer. Celui qui est malade, celle qui est malade, il ne va pas dire je suis malade, il vient. Pourquoi il vient? Parce qu'il a bossé justement toute l'année. Que c'est la fin de son cycle d'études de 2 ans, il n'a pas envie que ça soit perdu. Il ne peut pas se permettre, c'est un luxe qui n'est pas dans ses moyens. Et puis deuxièmement, il se dit, mais si j'ai pas le BTS cette année, comment je fais pour entrer en licence professionnelle l'année prochaine? Donc celui qui est malade, il vient, il rend malade les autres. Il n'y a pas besoin d'être très intelligent pour comprendre ça. Sauf que M. Blanquer, qui lui aura jamais le moindre diplôme de logistique, parce que c'est un diplôme la logistique, et le diplôme que j'ai créé moi, il est européen de logistique. Il n'aura jamais un diplôme de logistique, ce gars, parce qu'il est incapable de penser une organisation. Il ne savait pas qu'il y avait des examens qui arrivaient, il ne savait pas qu'il y a 270 000 BTS, il ne pouvait pas trouver une idée, dire bon voilà les petits, on regarde tout ça, comment on va faire, s'il y a du retard, comment vous rattraper pour que ça soit prêt pour la période de l'examen, et on va vous faire, on va trouver autre chose, on peut faire le contrôle continu. Alors on me dit, ah tiens Mélenchon, maintenant t'es pour le contrôle continu, alors que tu dis tout le temps que t'es contre. Bien sûr que je suis contre, bien sûr que je suis contre, je suis pour l'examen. Mais là, c'est la crise, petit, il faudrait quand même se rappeler dans quel monde on vit. Donc vous faites comme si le monde n'existait pas. Alors il y a eu des mois de confinement, ils ne sont pas au courant, ça ne les intéresse pas, et on laisse les jeunes BTS tourner en rond dans une situation inextricable. Donc, les BTS de cette année, il faut leur donner le contrôle continu pour qu'ils puissent avoir leurs examens sans être obligés de venir en présentiel. Et si on constate qu'il y a du retard ici ou là, et que les jeunes gens font eux-mêmes l'évaluation, eh bien, il faut qu'il y ait des cours complémentaires qui aient lieu pendant l'été pour, après le BTS, faire du rattrapage, parce que je vous rappelle qu'un BTS, c'est une fille ou un garçon
très sérieux. C'est pas des amateurs, c'est des professionnels. Donc, ils sont capables de dire, ah là, j'aimerais bien savoir plus, j'aimerais bien faire mieux. Donc, il faut leur proposer ces compléments. Mais d'abord, laissez-les passer les examens et faites-le avec le système continu. Donc, moi, je veux dire que si c'était les gamins de la bonne société, ils s'en préoccuperaient. Hein, ça les travaillerait nuit et jour. Comment mon fils peut pas, ma fille peut pas faire tel diplôme? Et vous savez ce qu'ils ont trouvé à dire? C'est justement ça. Ils ont dit au BTS, ils leur ont jeté ça à la figure en disant « Ouais, ceux des classes préparatoires, ils ne demandent pas qu'on annule le concours. » Voilà. Comme si les conditions sociales, les conditions d'études des classes préparatoires, où il n'y a jamais eu d'arrêt des cours présentiels, étaient comparables à ce qu'on a infligé aux jeunes des BTS. Et c'est dans des remarques de cette nature qu'on voit la morgue de classe des gens qui dirigent ce pays, qui ne connaissent rien à la formation professionnelle, qui ne savent pas de quoi c'est fait, et qui pensent que tout ça, bon, pour eux, c'est pas très important, et de toute façon, on va finir par se rattraper. Voilà, moi, je voulais vous le dire, c'est un cri du cœur. Si vous avez autour de vous des jeunes camarades ou des jeunes gens que vous connaissez qui sont des BTS, donnez-leur le coup de main, aidez-les, ils sont en action en ce moment, soutenez-les, aimez-les, parce que c'est le nec plus ultra de la jeunesse de ce pays, la plus sérieuse et la plus disciplinée, la plus organisée. Pardon pour les autres, hein, mais moi je dis ce que j'ai sur le cœur parce que je les ai vus au boulot. J'étais pas capable de faire le 10e de ce qu'ils faisaient à leur âge. Hein. Bon, donc vous voyez, même pour quelqu'un qui s'occupe de poésie du XVIe siècle, les BTS, ça m'impressionnait. Voilà, mes amis, je vous ai parlé de tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je peux parler comme ça pendant 1 heure, vous le savez aussi bien que moi, mais je crois que je vous ai dit l'essentiel de ce que j'avais sur le cœur, et je vous dis à la semaine prochaine. Si ça vous plaît, toc toc, les petits pouces bleus, comme ça, Antoine a le moral après. Si vous découvrez que ça vous plaît, vous vous abonnez, c'est gratuit, ça le sera tout le temps. Et puis, le jour où ça vous intéresse plus, ça vous intéresse plus. Et le jour où ça continue à vous intéresser, toc, vous êtes prévenus exactement du jour et du moment où je vais parler. Alors, cette semaine, j'ai pas été économe de mes paroles. Vous pouvez, si ça vous intéresse, regarder le pied de nez que j'ai fait avec le 5 mai. Puisque pendant que l'autre célébrait Napoléon, qui est quand même un auteur d'un coup d'État et du rétablissement de l'esclavage, moi, je célébrais le 5 mai l'ouverture des États généraux, c'est-à-dire le peuple souverain. Alors, mini Macron, là, il fait pas trop le flambard en ce moment, parce que pendant des semaines, j'ai été avec mes amis insoumis, puis quand même quelques autres, faut le dire, hein, on était quasiment seuls, à réclamer les licences libres sur les vaccins. Lui prenait son air, très important, il a tout compris, il est plus intelligent que tout le monde. Non, c'est un débat inutile, a-t-il dit à la presse anglo-saxonne en Angleterre et ailleurs. Il dit, non, ça n'est pas le sujet, hein. C'est comme pour la dette, c'est pas le sujet, tu verras mon bonhomme. Donc c'était pas le sujet, mais sauf que papa Biden, le président des États-Unis d'Amérique, lui, il a dit qu'il était d'accord pour qu'il y ait une licence libre sur les vaccins. Et alors, du coup, toute cette bande de chiffres-molles, alors la présidente de la Commission européenne, qui prenait son air de Prussien là, pour dire pas question pour les licences libres, tous ceux qui ont voté au Parlement européen contre la licence libre, tous, toute la droite européenne et une partie de la gauche, les sociodémocrates notamment, et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Quand papa Biden a parlé, tout le monde est au garde à vous, ils sont tous pour les licences libres. Alors, bon, faut quand même sourire, parce que c'est une victoire totale pour ceux qui, comme nous, se sont mobilisés. Vous savez que moi, j'avais fait un appel international avec Lula. Je suis allé devant le Parlement andin pour, au moment de l'adoption de cette idée. Enfin, on a tous fait quelque chose là où on pouvait. Pour nous, c'est une victoire. C'est surtout une victoire pour les peuples, parce que si ça se décide rapidement, on va pouvoir produire des vaccins dans le monde entier. En France, on va arrêter de mettre des vaccins dans les flacons, on va fabriquer le vaccin. Et pour peu que nos amis de l'Institut Pasteur à Lille aient mis au point un bon médicament pour soigner les gens qui se chopent cette cochonnerie ou ces variants, on pourra enfin sortir de la crise, parce qu'il y aura des vaccins pour tout le monde et un traitement qui tient la route. Donc c'est un beau jour pour l'humanité, voilà, pour l'humanité tout entière. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, les vaccins, il y a plus de 50 pays, je crois, ou 60, qui n'ont pas fait un seul vaccin. Parce qu'il n'y en a pas, on leur en donne pas, ils n'ont pas l'argent, ou qu'ils n'ont pas l'argent pour les acheter. Donc, c'est une bonne nouvelle pour l'humanité et pour nous tous, parce qu'il y en a quand même qu'on finit par comprendre que tant qu'il y avait quelqu'un qui pouvait tomber malade,
tous les autres pouvaient tomber malades. Hein. Bon, c'est un grand progrès aussi de la réflexion. Voilà, donc je finis avec le sourire aux lèvres parce que je suis heureux pour l'humanité que cette décision soit prise bientôt, j'espère qu'elle le soit. Allez, au revoir.